Bonjour, bienvenue sur Nini Manga. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui et je suis accompagnée de Monsieur Patrick Borg. Bonjour Patrick. Bonjour Nini. Comment ça va? Mais écoute, très très bien. Je vous remercie de m'accueillir ici. Je te remercie, pardon, Merci. parce que sinon il va me taper si je le tutoie pas, de m'accueillir chez toi pour faire cette petite interview. Je vais te poser quelques petites questions pour mes abonnés. Écoute, je vais essayer d'y répondre le mieux possible. C'est très gentil. Je voulais déjà savoir qu'est-ce qui t'a amené à être comédien. Ce qui m'a amené à être comédien, écoute, j'ai commencé mon métier de comédien, j'avais 10 ans. Ça a été un désir à l'époque et j'ai osé parler de ce désir à mon père qui était réalisateur de dessins animés et qui s'est renseigné, donc qui a trouvé une école, l'école des enfants du spectacle, l'école Rognoni, qui est rue Cardinal Lemoine. Il m'y a inscrit et pendant l'inscription, la directrice m'avait dit descendez dans la cour, vous allez rencontrer les enfants avec qui vous serez au mois de septembre. Et là, un monsieur est arrivé, il s'appelait Jean Mercure et a choisi des enfants pour leur minois. Je faisais partie des enfants choisis, il nous a demandé de lire un texte et m'a demandé si j'étais d'accord, si mes parents seraient d'accord pour que je passe une audition. C'était l'ouverture du Théâtre de la Ville en 1968, je crois. Et j'ai été pris dans cette pièce de Pirandello qui s'appelait « 6 personnages en quête d'auteur ». Voilà, j'ai démarré avec un contrat d'1 an au Théâtre de la Ville sans jamais avoir pris de cours d'art dramatique. Et je n'ai d'ailleurs, à ce jour, jamais pris de cours puisque j'ai appris, les pièces se sont enchaînées après, j'ai appris mon métier avec de grands comédiens sur le tas. Voilà, vraiment. Beaucoup de chance. Je sais que le premier comédien qui a prêté sa voix à Goku était Thierry Ridler. Absolument. Qu'est-ce qui vous a amené à le remplacer? Qu'est-ce qui t'a amené à le remplacer? Alors, ce qui m'a amené à remplacer Thierry Ridler, c'est tout simplement que Thierry, à l'époque, vient d'accepter un tournage Les filles d'à côté. Et il tournait tous les jours, donc on n'avait plus beaucoup de temps. Il m'a dit, écoute, je ne peux plus le faire. Est-ce que, éventuellement, tu reprendrais ce rôle? DBZ, on ne connaissait pas. À l'époque, il n'y a pas de réseaux sociaux. Ça faisait quelques épisodes qui étaient enregistrés. On ne savait même pas si ça marchait vraiment. Et voilà. Et Pierre Trabeau qui dirigeait, qui était la voix de Tortue Géniale, quand Thierry lui a dit, il fait oui, Patrick, c'est très bien, tu veux le faire? Oui, ok. Puis voilà, j'ai démarré. Par le plus grand des hasards, donc, vraiment. Dis-moi, comment est-ce que tu as fait? Quoi? Je sais pas, j'en sais rien. Très bien, on va rentrer. Ta maman était très inquiète pour toi, tu sais. Dépêchons-nous d'aller déjeuner. Après, nous partirons ensemble. Nous irons rendre visite à Tortue Géniale. Oh oui! Et ça vous a plu, quoi? Ça t'a plu tout de suite? Oui, ça m'a plu. C'est même pas que ça m'a plu. Pour moi, c'est voilà, on me proposait une synchro de plus à faire. C'était voilà, je travaillais ce dessin animé. Oui, pourquoi pas. J'en avais fait d'autres, des dessins animés qui venaient du Japon et voilà quoi. C'était un boulot comme un autre, puisqu'à l'époque, encore une fois, pas de réseaux sociaux, on ne connaît pas du tout. Et puis, le succès de DBZ arrive petit à petit et après, et c'est avec les réseaux sociaux que l'on apprend, si tu veux, le succès de ce dessin animé, quoi, qui même regardait ça en disant oh, c'est fou comme ça marche, quoi, c'est étonnant. Le hasard, tu sais, il y a plein de choses que j'ai doublées, que nous avons doublées, nous autres comédiens qui faisons du doublage, par moments des dessins animés superbes, des films superbes qui n'ont pas forcément bien marché. Je sais pas pourquoi, et d'autres qui étaient moins bien, des choses moins bien et qui ont bien marché. Il n'y a pas de... Ça ne nous appartient pas. C'est le public qui va décider. Ce que je dis toujours, il me dit « Ouais, mais c'est génial, t'es là ». Je dis « Mais on est là grâce à vous. Si le dessin animé n'avait pas marché en France, c'est automatiquement, c'est quand même, si tu veux, voilà, tout ça, c'est financier. Et que si ce dessin animé n'avait pas marché, ils auraient arrêté, la télévision française aurait arrêté de le diffuser. Mais il a eu énormément de succès. Et il en a toujours autant. C'est là où c'est étonnant, puisque ça fait cette année 40 ans que DBZ, c'est les 40 ans de DBZ. Et moi, j'ai dû commencer à le doubler il y a 35 ans, c'est-à-dire dès qu'il est devenu adulte. Ouais.
Voilà, avant, c'est Brigitte Lecordier qui la voix de Son Goku enfant. Au niveau Dragon Ball, on va rester sur Dragon Ball. Est-ce que tu as déjà rencontré ton homologue japonais? Non, jamais. Non. Alors Brigitte, elle, au tout début, elle était toute jeune, elle avait été invitée au Japon, où à chaque fois elle raconte, elle me dit, mais je suis arrivée, c'est là qu'elle comprend le succès là-bas. Elle me dit, je suis arrivée au Japon, j'ai rien compris, on m'attendait avec une limousine, elle me dit, j'ai été reçue comme une star, et quand elle a vu donc son homonyme japonaise qui était à la voix, qui est là-bas considérée comme une énorme star, c'est là que Brigitte est revenue et nous a dit, mais attendez, mais vous savez, Dragon Ball Z, c'est un truc phénoménal, quoi, tu vois, et qu'on a appris. Alors après, il y en a d'autres. Philippe Pariotti est allé il y a 2-3 ans au Japon, a rencontré un comédien aussi qui double des personnages que Philippe double. Et voilà, il y en a eu d'autres. Mais moi, je ne connais pas le Japon. J'ai jamais mis les pieds au Japon et je n'ai rencontré personne. D'accord. Vous aimeriez, tu aimerais y aller au Japon? Oui, pourquoi pas. Tu sais, il y a plein de pays sur la planète qui me font rêver, ne serait-ce que déjà pour découvrir des endroits, La planète est belle, hein, c'est pas les endroits qui manquent. Je sais pas d'ailleurs si ce serait... Alors je sais que beaucoup de fans ont envie d'aller au Japon parce qu'il y a cette culture dessin animé. Tu sais, il y a 40 ans, tu demandais à un membre de 20 ans où est le Japon, il ne savait même pas où ça se situait. C'est vraiment les mangas et tout ça qui ont créé cet engouement et aussi donné le désir à des enfants d'apprendre le japonais, et dont certains que j'ai rencontrés qui sont partis, qui se sont établis là-bas et qui travaillent là-bas. Étonnant. Tout ça via un dessin animé. C'est là où, si tu veux, le phénomène Dragon Ball Z a un côté étonnant. Il y a l'œuvre, il y a le succès de cette œuvre, mais tout ce que ça a amené aussi derrière. Et ça, c'est formidable. Et rien que pour ça, oui, je suis fier. J'aime pas quand les gens disent je suis fier. Moi, je suis pas quelqu'un de fier. Je m'en fous de tout ça. Je suis heureux d'avoir participé à des choses qui m'ont plu dans mon métier, que ce soit Dragon Ball Z ou d'autres choses. Voilà, j'ai toujours été heureux de me dire, par moments, j'ai été pris sur quelque chose qui me plaisait beaucoup et qui marche très fort. Et tu fais, waouh, quelle chance. Voilà, c'est des petits cadeaux de la vie. C'est super. Je sais que, je veux dire que ton papa nous a aussi beaucoup gâtés, il a aussi embelli notre enfance par ses diverses réalisations. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de ton papa? Oui, alors papa a commencé le dessin animé, il devait avoir quoi, une trentaine d'années, puis chez Jean Image, donc, qui était un réalisateur de dessins animés. Et papa a commencé comme animateur dans sa société. Et après, le premier dessin animé qu'il a réalisé, qu'on peut retrouver sur YouTube, c'était un petit martien avec une bouillon ronde, une petite antenne comme ça, et ça s'appelait les Zlops, Z-L-O-P-S. Voilà, ça c'est le premier dessin animé que mon père réalise chez Jean Image. Puis après, il est entré à l'ERTF. Et là, il y a la rencontre avec Jacques Roxel, auteur des Shadocks, et l'aventure est partie des Shadocks. Et là, c'est pareil, personne n'y croyait. Les Shadocks, les gens disaient, mais c'est complètement absurde. Un dessin animé, de toute façon, c'est pas pour les adultes, c'est pour les enfants. Au début, les Shadocks pondaient des œufs ordinaires, mais comme ils avaient de trop longues pattes, ces œufs-là se cassaient. Maintenant, les Shadocks pondent des œufs en fer. Alors que c'était plus un dessin animé pour adultes, parce qu'il y a des subtilités à comprendre, et surtout ce monde que moi j'affectionne particulièrement, qui est le monde de l'absurde. Et les Shadocks, c'est ça, le succès des Shadocks, c'est l'absurde. C'est ça. Voilà. René Borg, vous qui avez réalisé ces Shadocks, ces 52 émissions, oui. Ce dessin animé se réalise comment? Avec une machine spéciale qui s'appelle l'animographe, qui permet d'aller plus vite qu'en dessin animé classique, puisque l'animographe ne nécessite que 8 dessins pour 1 seconde de projection. L'animographe est un appareil qui permet de faire des fondus enchaînés d'un dessin sur l'autre. La machine est très compliquée. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué?
Et puis après, bon, il y a eu Ulysse 31, le petit robot. Avant, il y avait eu le dauphin blanc qu'on retrouvait sur le chocolat blanc Galac. Il était une fois l'homme, il était une fois la vie. Watu Watu Super Bird, qu'il avait réalisé avec un ami producteur à lui, Hubert Ballet. Décédé également. Voilà de belles aventures, si tu veux. J'ai eu la chance, c'est vrai, de grandir dans ce milieu de rêve, parce que le dessin, ça fait rêver tous les gamins de la Terre, et que j'ai rencontré aussi à la maison des gens qui étaient totalement inconnus, comme Cabu, qui venait, qui dessinait à la maison. Je me souviendrai un jour, ils étaient là, tous avec leur club, dessinant sur la table, et maman est arrivée et a dit « Non, mais attendez, mais regardez ce que... » Ils avaient dessiné sur la feuille d'impôt. Et donc, maman est repartie aux impôts pour changer cette feuille. Je pense que si le monsieur des impôts avait su que ces gens allaient venir, ils auraient gardé la feuille. Parce que tu avais Cabu, tu avais je sais plus qui, enfin, il y avait quand même des grands noms qui avaient dessiné. Parce que je me souviens de mon père, les dessinateurs sont toujours... Enfin, il était toujours... un copain l'appelait au téléphone. À l'époque, tu n'as pas de portable. Il était « Ouais, allô ?» Et toujours sur un bout de papier. Il était toujours en train de griffonner. C'est-à-dire de travailler, quoi, de faire un truc, essayer de trouver un nouveau personnage. Donc moi, quand j'étais môme, quand tu vois une main comme ça, puis un trait, puis un deuxième trait à la vitesse... Et puis hop, ça se crée, tu vois, un visage, un animal ou un truc, là. J'étais... tu vois, oui, j'aimais ça. Et Johan, mon fils... qui aussi comédien, qui aussi fait du doublage, il me dit « Mais papa, j'ai grandi dans ce monde », il me dit avec mon grand-père, donc mon père, moi, il me dit « Vos copains, j'ai rencontré quand même des gens hyper connus, qui soient connus ou pas d'ailleurs, mais des gens intéressants, des gens qui avaient un univers. » Il me dit « Voilà, ça m'a pas donné l'envie d'être, je sais pas, avocat ou de rentrer dans la fonction publique, j'ai eu envie de... travailler comme vous dans ce monde imaginaire, du rêve, où l'on propose Qu'est-ce qu'on propose? C'est quoi un comédien? C'est quelqu'un qui essaie de vendre un petit peu de rêve à des gens et voilà, quoi. On essaie, au travers d'une pièce, parfois que des comédiens ont écrite eux-mêmes, voilà, d'offrir un peu de rêve aux gens. C'est, je crois, notre seul but. Et quand on y arrive... c'est toujours, ça te rend heureux, quoi. C'est toujours sympa de dire, tiens, j'ai vu des gens sourire ou pleurer parce qu'on a réussi à les faire pleurer parce que l'histoire est triste et voilà, d'amener de l'émotion à des gens. C'est le côté merveilleux de ce métier. C'est la recette de la famille Borg? Non, je ne sais pas si c'est la recette de la famille Borg, mais ça a été... voilà, la famille Borg, c'est mon père, lui, débarque de Tunisie, il a 12 ans avec ses parents à Agde. Mon grand-père, ma grand-mère ne travaille pas. Mon grand-père débarque de Tunisie, français, mais connaissant pas la France. Donc, si, il l'avait connu pendant la Deuxième Guerre mondiale, période donc qui n'était pas une période de balade et de tourisme. Et il revient, il a donc, je ne sais plus, à l'époque, 40 ans, quand il s'installe en France à Agde. Ils n'ont pas de rond, il construit sa maison lui-même avec des parpaings. Mon père me dit, mes grands-parents ont eu l'argent quand mon père avait 19 ans pour ramener l'électricité parce qu'il fallait payer plusieurs poteaux, tu vois. Et mon grand-père était mécanicien sur un chalut de pêche. Donc, tu vois, et un jour, c'est le curé du village qui a dit à mon grand-père, mais regarde comme ton fils dessine, Jean, il faut que ton fils monte à la capitale, aille à Paris. Et mon père avait offert mon grand-père avait offert à mon père une paire de chaussures, un costume, et lui avait payé son billet de train, et lui avait donné ce qui était d'une fortune pour lui, ce qu'il avait acheté plus le billet, l'équivalent de 100 € en disant, mon fils, c'est tout ce que je peux faire. Et mon père est monté à la capitale, où il avait une amie qui s'appelait Dédé Ilpide, qui vivait qui était jeune aussi, qui avait une petite chambre de bonne, qui bossait comme secrétaire ou je ne sais plus quoi. Et mon père me dit, dans cette chambre de bonne, il y avait une espèce de petite trappe qui donnait sous les toits. Et là, j'avais ramassé dans la rue des morceaux de carton pour qu'il fasse moins froid. On avait monté un fil électrique, une ampoule. Il me dit, j'ai vécu comme ça pendant 1 an, quoi. Et puis après, il y a la rencontre avec ma mère, où déjà le personnage, ma mère me le raconte toujours, et c'est assez rigolo. Elle me dit, je prenais le métro, je m'assieds comme ça, elle me dit, je vois un jeune garçon, il était là avec un costume un peu usé, chaussures un peu usées, il avait une souris dans la poche. Mon père avait apprivoisé une souris, ils ont commencé à discuter, et voilà quelques années après, je suis venu au monde. Voilà. C'est une très jolie histoire. Oui, c'est rigolo, oui. Il y a beaucoup de personnes qui sont fans de toi.
Est-ce que tu as déjà été fan de quelqu'un ou est-ce que tu es fan de Non, quelqu'un? j'ai jamais eu ce truc de fan. Je me souviens, j'avais des copains, des copines qui avaient des posters de leurs chanteurs ou de comédiens. Non, j'ai jamais eu ce truc-là, mais peut-être aussi parce que j'ai grandi dans ce milieu. Tu vois, et que j'ai commencé très tôt mon travail en rencontrant des comédiens. C'est peut-être pour cette raison-là. Je ne sais pas, non, jamais été fan. Il y a des choses que j'aimais beaucoup et des choses que j'aimais moins, mais non, j'ai jamais eu ce truc, être fan de quelque chose, non. On va parler de l'IA, parce qu'on en parle beaucoup en ce moment. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu peux nous en parler? Ce que j'en pense, c'est comme toute la profession, j'en ai parlé très tôt, je crois même avoir été... C'est mon fils surtout qui m'en a parlé, un des premiers, avec Johan, d'en parler en disant les mecs, il y a un truc qui se passe, ça va être un peu dangereux. C'est-à-dire que l'IA, pas que dans notre métier aussi, il va falloir que ce soit encadré et de façon sévère. Parce que l'IA, l'intelligence artificielle, tu peux prendre l'image de quelqu'un, la voix de quelqu'un, imagine même au niveau politique, tu fais parler un président, c'est son image, c'est sa voix, mais c'est pas lui. Donc ça peut être très dangereux. Et pour notre métier, surtout, c'est-à-dire que voilà, on peut remplacer la voix d'un comédien par une machine. Et j'ai quand même entendu dire des gens, bah ouais, mais c'est génial. Je te donne un exemple, puisqu'on en parle souvent. On dit Tom Cruise, et il y a des gens qui me disent, bah ouais, mais c'est génial, on aura la voix de Tom Cruise dans tous les pays du monde. Et tous les gens qui aiment le doublage, qui aiment notre métier, disent, ah bah oui, mais non, nous on aime tel acteur qui le double. Mais ça, c'est cette génération-là, parce que moi je pense que si l'IA passe, à part une génération qui va être frustrée en disant bah, « moi j'aimais bien tel acteur », après je pense que les autres auront oublié, et tu sais, c'est... Voilà, tu crées des habitudes, tu donnes des habitudes aux gens, et puis après ils vivent avec sans même trop se poser la question ou réfléchir. Et puis, voilà, et l'IA, c'est dangereux parce que la littérature aussi, tu peux faire des choses avec l'IA, et c'est tellement chouette quand même d'avoir un écrit ou une belle histoire qui fait rêver, qui a été écrite par un être humain. Ça me touchera toujours plus, même si c'est très bien fait, que de savoir que ça a été écrit par une machine, où un humain aura donné des bases, des phrases, et que la machine va développer. Non, je préfère que ça sorte, que l'émotion sorte d'un être humain. Voilà, ça va être pour l'écriture, ça va être pareil pour le graphisme, pour la peinture. L'IA va pouvoir faire plein de choses. Je n'ai rien contre l'IA, je n'ai rien, je le dis à chaque fois, contre les technologies. À partir du moment où elles sont au service de l'homme et de tous les hommes, là, ça peut m'intéresser. Mais là, je me dis, je vois pas pourquoi. C'est comme si, alors, on va pouvoir faire aussi des robots. La robotique va très loin. La robotique plus IA, on va pouvoir faire des choses qui ont même une apparence humaine, même mon apparence. Tu vas aller au théâtre pour voir des machines qui jouent, même si elles jouent très bien. Je trouve que de voir un humain qui te crée une émotion, c'est quand même plus sympa. Puis surtout, c'est parce que un humain, lorsqu'il voit un spectacle, il voit quelque chose qui lui ressemble. Tu vois, ou alors on fait des choses après avec des machines, mais c'est autre chose. Mais il ne faut pas que la machine remplace l'humain, jamais et dans tous les cas. Pour moi, que ce soit l'IA, la robotique, voilà, l'humain d'abord. Que la machine soit au service de l'humain, très bien, mais pas que ce soit... Il y a déjà, tu sais, on dit toujours... L'argent devrait être au service de l'humain, c'est ce que je pense aussi. Et je m'aperçois que de plus en plus, c'est l'humain qui est au service de l'argent. Et ça, je trouve ça terrible et épouvantable. Voilà. Donc, je n'ai pas envie que l'humain se retrouve au service de l'IA et de robots. Si jamais tu avais un vœu à demander à Shenron, est-ce que... Quel serait-il? Écoute, là, tu me prends un petit peu comme ça de... Aujourd'hui, maintenant, tout de suite. Là, aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, un vœu. Écoute, mon vœu, moi, c'est d'être heureux. Tu sais, j'ai des plaisirs tout simples. Il y a des gens, je rêverais d'avoir ça ou ça. Non, moi, je m'en fous un peu. J'ai une maison sur la tête, j'ai un toit sur la tête. J'ai ma petite maman que tu as vue, de 89 ans, qui vit avec nous parce qu'elle est malvoyante, elle ne peut pas vivre toute seule. Puis hors de question que je la mette dans un mouroir. Et ma femme, mes 2 chiens, mes amis qui passent comme toi, d'autres gens que je rencontre. Je suis toujours heureux de rencontrer des gens nouveaux qui deviendront peut-être des amis ou pas. Mais voilà, ce que j'aime, c'est tous ces côtés humains. C'est-à-dire, voilà, un barbecue avec des copains et je suis le plus heureux des hommes. Je n'ai même pas besoin d'aller à l'autre bout de la planète pour être heureux. Non, je me contente d'assez peu de choses, en fin de compte, je m'aperçois. Ouais.
J'ai pas besoin de grand-chose. Les simples de la vie. Oui, voilà, vraiment les plaisirs tout simples. Et je trouve que c'est... Enfin, pour moi, en tout cas, c'est ce qui me touche le plus. Voilà, c'est ce qui me convient le mieux aussi, je pense. Et pour finir, est-ce que Goku pourrait s'adresser à toutes les personnes qui regardent cette interview et leur dire de s'abonner à la chaîne Mini Manga? Alors, surtout, quoi qu'il arrive, oh oui, on va défendre ensemble la planète, mais pour ça, il faut s'inscrire à la chaîne Mini Manga. Bisous les amis. Merci beaucoup Patrick pour cette interview. Je t'en prie Nini, merci à toi. Et puis, avec grand bientôt. plaisir. À très bientôt. Merci, au revoir. Ciao, au revoir.